Il fait trop du bien ce café. Hein? Pourquoi je suis pas derrière debout? Tout simplement parce que j'ai pas le temps. Faut qu'on parle d'un truc, Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je suis invité à la TGS et il va y avoir l'expo Berserk X Full Metal Alchemist. Vous allez voir, il y a des trucs absolument de dingue. Donc si vous êtes du côté de Toulouse, ça y est, mes Nakama, je vais enfin dans le sud. Je serai dans le hall 5, stand 516 et ça, déjà, c'est du bonheur. Plus de 100 mètres carrés d'expo et c'est pas tout. Et c'est pas tout, il y aura avec moi Flippies et on va faire une conférence à 11h le samedi sur l'histoire du manga et c'est le moment de venir, comme ça vous pourrez me poser plein de questions. Et ce qui est génial aussi, c'est que je ne serai pas tout seul à la TGS, il y aura Flippies comme je l'ai dit, il y aura Patoche avec la BD, il y aura Luffy Stud qui fait les illustrations, qui fait les lithographies avec en exclu une petite lithographie sur Goldie Roger, vous allez voir, elle est absolument fantastique. Il y aura Gaëtan si vous voulez aussi parler un petit peu de vitrine. Il y aura Aronat. Non, il n'y aura pas Aronatom. Oh, il sera pas là. Mais il y aura au moins son épée. Il y aura Adri pour vous montrer un petit peu des paper press et des papercraft et plein de trucs. Bref, vous voyez, je suis déjà un petit peu tout excité, rien qu'à y penser. Et surtout, c'est énormément de taf parce qu'il y a tout à préparer. Il faut qu'on parte vendredi à minuit pour traverser la France, aller dans le sud. Parce que moi, comme un gros con, j'habite dans le nord, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je vais enfin vous voir, mes Nakama du sud, et ça, c'est que du bonheur. Bref, ça c'était pour la petite annonce. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de ce chapitre 1032. Parce que moi, comme un débile, je m'attendais à un chapitre qui était la continuité du précédent, c'est-à-dire la fin du combat de Sanji contre Queen, et je pensais que, voilà, ça va être un petit peu centré là-dessus, qu'on allait avoir le final, qu'on allait avoir quelques petites révélations, mais sans plus. Sauf que non, encore une fois, Ishiroda, il te prend Sanji, il te le fout de côté, et il se concentre sur tout le reste. Tout le reste. Ce chapitre, il est parti dans tous les sens. C'était absolument malade. Alors déjà, très grosse information, et là, je remercie un Nakama qui dans les commentaires m'a donné cette information. J'étais un petit peu dubitatif de voir Yamato qui avait un sac qui distribuait avec un chat noir. Et je comprenais pas le but. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a une agence postale qui s'appelle Chat Noir, Black Cat, et son nom c'est quoi? C'est tout simplement Yamato. Donc ça, c'est une référence à ça. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu un petit astérix, qu'on ait un petit truc qui nous ait donné cette information. Parce que ça encore, c'est sur le Japon. Et il y en a sûrement 99,9% qui s'en battent les broustons, hein, on va rester poli, mais moi, des petits trucs comme ça, c'est des trucs que j'adore. L'autre chose, c'est que c'est en une seule case, et ce que je vous parlais la semaine dernière de Big Mom, parce que maintenant je l'appelle Big Mom Zilla, c'est on a vraiment cette impression de grandeur de Big Mom, et ça, c'est quelque chose que j'adore, et j'attends beaucoup du combat de Kid Law contre Big Mom. Je ne sais pas comment ça va se résoudre parce que elle a l'air absolument mais en mode hyper vénère et ça fait plaisir. J'espère surtout qu'il va avoir un bon traitement de Big Mom au niveau de son combat, que ça va pas encore une fois partir en cacahuète et qu'elle va se faire éjecter. En gros, j'ai peur que Big Mom devienne un petit peu la Team Rocket de One Piece. Ça, c'est pour le côté un petit peu comique. Maintenant, on va vraiment prendre chaque élément et on va essayer de détailler un petit peu tout ça. Premièrement, Yamato. Elle sait qu'il y a une urgence par rapport à ce spectre de feu qu'ils n'arrivent pas du tout à contrôler. On rappelle, hein, il y a eu le feu qui a été mis par Orochi et ce feu a pris vie grâce au pouvoir de Kenjuro. Est-ce que cette personnification du feu, est-ce qu'elle peut prendre fin quand justement Kenjuro va mourir? C'est-à-dire qu'on imagine qu'ils n'arrivent pas à arrêter le feu, que le feu continue à avancer, puis qu'à un moment le feu reste et s'éteigne de lui-même parce qu'il n'a plus cette fonction entre guillemets vivante qui lui a été donnée par Kenjuro, parce que tout simplement Kenjuro il est mort, et comme il est mort, son fruit du démon n'a plus
d'activité? Est-ce que la vie qu'il donne, elle peut continuer malgré qu'il soit mort? L'autre chose aussi très importante par rapport à une théorie qui a été faite, théorie qui n'est pas la mienne, c'est tout simplement qu'il y en a qui ont dit que les Numbers étaient peut-être, les Numbers ou une partie des Numbers, étaient peut-être d'anciens samouraïs qui ont été gigantifiés. Je sais pas si c'est français. Qu'est-ce qui me fait valider un petit peu cette théorie? C'est comment parle Yamato à Fuga. Il y a l'air d'avoir une relation, et imaginons Fuga serait le samouraï qui était avec elle pendant le flashback dans la grotte. Peut-être que le géant ne peut plus parler, c'est pour ça qu'il dit tout le temps que Fuga, qu'il a quelques brides de souvenirs et que Yamato, elle, le reconnaît et qu'elle l'a pris un petit peu comme un ami, parce qu'il y a vraiment cette notion amie entre Fuga et Yamato, et quand Yamato dit quelque chose à Fuga le suit, et ça serait absolument dingue, parce que il me semble qu'il y a un Numbers qu'on n'a pas encore vu, et ce Numbers, ça serait peut-être l'ancêtre de Zoro, tout en continuant dans cette théorie. Donc déjà, rien que ça, à travers une seule ou deux cases, t'as déjà plein de théories qui sont en train de se faire. C'est pour ça que je vous dis que ce chapitre, je pensais qu'elle allait être très court. En vérité, il est hyper dense, parce qu'on n'arrête pas de passer à droite à gauche. On passe Yamato, et on va maintenant dans quoi? On va avec le CP0. CP0, qui se fait niquer par le feu, et qui se retrouve, alors pour rappel, hein, ils sont à la poursuite de Brook ainsi que de Robin, car ils doivent prendre Robin, parce que Robin est hyper importante. Donc on pensait tous que Brook, vu qu'il n'avait pas encore fait grand chose, qu'il allait devoir protéger Robin, sauf qu'il y a deux personnes qui s'interposent involontairement, qui sont Diaz Drake ainsi que Apu. Apu, comme d'habitude, il fait son branleur, il essaie un petit peu de monnayer, il veut prendre la place de Doflamingo, ce fou, mais on voit que ça fait rappeler un petit peu celui qu'on avait à l'école, qui avait toujours plein d'idées, qui avait toujours des projets absolument de dingue, et ça foirait tout le temps. Cependant, il s'est quand même pris à une attaque assez puissante du CP0, et il a réussi il a mis le fluide offensif et il s'est relevé. Il a même fait le coup d'explosion pour justement intervenir par rapport à Diaz Drake, et Diaz Drake, justement, on va en parler. Apu, même si je dis que c'est un loser, il a quand même un très bon esprit d'analyse, parce qu'il avait compris que Diaz Drake avait un autre rôle, et son rôle est lié à la marine. Mais lui, il pensait seulement qu'il était au niveau de la marine, sauf que le gouvernement mondial, lui, il est au courant de ses agissements, et surtout par rapport à quelle partie de la marine il est lié. Et ça, il s'agit du Sword. Et le CP0, c'est le CP Aegis, et le Aegis, c'est bouclier. Donc déjà, bouclier, épée, il y a une confrontation qui se fait entre les deux. Et là, ça fait réfléchir. C'est-à-dire que par rapport à ce que dit le CP0 est au courant qu'il y a cette dissension au niveau de la marine. Ça permet aussi de savoir, est-ce que lui, Akainu, est au courant de ce qui est en train de se passer. Et là, ça peut être très très bon, parce que le gouvernement mondial, à travers le CP0, ils sont au courant. S'ils sont au courant, normalement, ils avaient intérêt à détruire le Sword. Sauf que c'est peut-être pas ce qu'ils vont faire, parce que cette guerre entre le Sword et cette scission entre le Sword et l'autre partie de la marine va permettre de mettre en évidence ceux qui sont pour le gouvernement mondial et ceux qui sont contre. Donc peut-être que le CP0 est là pour les surveiller, pour qu'à un moment, ils puissent tous les centraliser dans un coin et puissent tous les tuer. Et là, donc, ils doivent tuer Diaz Drake. Pourquoi? Parce que Diaz Drake ne doit pas remonter l'information au Sword que le CP0 est au courant de leur existence. Et là, on devient un petit peu dans de la politique, un petit peu au sein du gouvernement mondial et au sein de la marine. Donc, encore une fois, rien que par une bulle, ça met plein de choses. Donc, à partir de là, il faut absolument que Diaz Drake remporte le combat contre le CP0 et aussitôt puisse prévenir Kobe, qui après remonte l'information. On va passer maintenant sur le gros choc. Au niveau de ce chapitre, c'est tout simplement le combat de Zoro contre King, et ça y est, on a enfin Zoro qui est dans la merde. Alors il est dans la merde pour plusieurs choses. Il est dans la merde parce que le personnage qui est en face, c'est tout simplement King, et King a l'air d'être ultra
puissant, mais il faut garder en mémoire ce qui s'est passé au niveau de Zoro. Zoro, au préalable, a quand même fait une attaque contre un empereur qu'il a réussi à blesser. Donc, quant à l'autre, King, qui se vante que pour l'instant tu m'as pas blessé, juste avant, il a quand même blessé Kaido. Ce n'est pas n'importe quoi. Il a paré l'attaque combinée de deux empereurs, de Big Mom ainsi que de Kaido. Il a failli y rester et il a survécu. Il a eu certes un médicament par Chopper et la chèvre, ou le bouc, je me rappelle plus son nom, le médecin justement des mix, mais il n'est pas en pleine capacité de ses pouvoirs. C'est d'ailleurs pour ça que les attaques qu'il fait sont des attaques qui sont de bas de gamme. On voit un Zoro qui analyse, et ça c'est vraiment très très bon. On l'avait vu au niveau de Dressrosa, rappelez-vous le combat contre Pika. Il n'a pas attaqué comme un bourrin, il a analysé au préalable ses précédents combats et il a vu que là où il y a une certaine couleur au niveau de la pierre, ça veut dire que Pika est dans cette, dans cette partie. C'est pour ça qu'il coupe le géant de pierre en plusieurs petits morceaux pour qu'à la fin, il puisse acculer Pika dans un coin et tout simplement le battre. Donc déjà, vous voyez qu'il avait une analyse. Rappelez-vous aussi au niveau de Punk Hazard, quand il remet Luffy en place en disant « Maintenant, on est dans le nouveau monde, on ne peut pas partir en live à n'importe quel moment. » Et là, on voit qu'il se pose des questions par rapport au fait que l'autre, il est toujours en train de voler. Il part avec ses ailes qui ont l'air d'être hyper solides, mais les ailes qu'il a ne correspondent pas aux ailes de plume qu'il a quand il est en mode normal. C'est-à-dire que quand il est en mode Zoan, il n'a plus ses ailes de plume et il a ses ailes qui sont en style de membrane, et c'est les ailes de membrane qui lui permettent de voler, et les ailes de plume doivent lui servir à autre chose. Faut encore savoir quoi. Il se pose la question de savoir le feu qu'il y a continuellement autour de King, est-ce que c'est lié à son Zoan? Parce que même si nous, on sait ce que c'est les pteranodons, lui, Zoro, il est pas au courant. Donc lui, il pense peut-être que c'est un dérivé de dragon, parce que lui, ce qu'il a combattu avec des ailes de membrane, c'est des dragons. Et il faut savoir qu'au Japon, le mot dragon et le mot dinosaure, ce sont des éléments qui sont liés. Donc, il y a toute cette réflexion qu'il se fait, et il essaye d'analyser au mieux comment essayer de trouver le point faible de King pour pouvoir, à ce moment-là, envoyer sa plus puissante attaque. C'est-à-dire que là, il fait des tests. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il est intelligent. Il attaque pas en mode bourrin. Il envoie des petites attaques pour voir quel est le point faible. Le point faible qu'a Zoro, c'est que Zoro, lui, il est au sol. Il peut faire des dashs, comme on l'a vu à un moment, grâce à ses attaques, mais King est toujours en haut. Et il a essayé un petit peu de titiller la fierté de King, et King, justement, il est revenu au sol. On va imaginer que le combat va continuer, que Zoro va peut-être avoir l'ascendant sur lui, et donc qu'à un moment, King, quand il va voir ça, va reprendre son mode Zoan, voire même si on pourrait pas avoir un mode hybride entre les ailes de plume et les ailes de pteranodon, c'est-à-dire en membrane. Et il faut savoir que les pteranodons, ils avaient ce défaut que leurs ailes, une fois que la membrane est bousillée, ils ne peuvent plus voler parce que c'est ce qui leur permet d'avoir un support dans l'air, contrairement à un oiseau qui va être un petit peu blessé à une aile, va quand même pouvoir un petit peu virevolter pour pouvoir se poser plus loin. Un pteranodon, quand on le voit qu'il est blessé au niveau de l'aile de sa membrane, c'est comme les chauves-souris, comme toutes les créatures comme ça, eh bien, elles ne peuvent plus tout simplement voler. Donc, Ichiro Oda, à travers l'attaque qu'on a vue, met en place la sorte d'invincibilité de ses ailes, et c'est là-dessus que Zoro va devoir être fort pour lui briser les ailes de la version Zoan. Tout ça pour dire une chose vraiment importante. C'est-à-dire que si Zoro n'avait pas eu besoin de monter là-haut et de combattre Kaido ainsi que Big Mom, il aurait eu la puissance pour pouvoir détruire King à travers une attaque absolument dingue. Et cette attaque absolument dingue, on commence à en avoir l'esquisse à travers ce qui est en train de se passer avec l'Enma. Il entend du shamisen. Alors, il n'a pas un acquis de l'observation qui est hyper développé. Sanji, lui, aurait pu l'avoir. Pourquoi? Parce que si on reprend ce qui se passe au Punk Hazard, quand il va dans l'eau pour chercher l'autre partie, la dernière partie du corps, il entend cette chose. Et on sait que la personne qui a le acquis de l'observation
le plus développé au niveau de One Piece, c'est Sanji. Zoro n'a pas le haki d'observation développé au niveau de ses oreilles pour pouvoir entendre quelque chose qui se passe hyper loin. On sait que le katana Lenma a la faculté de prendre l'essence de la personne. Et donc, dans le katana, et c'est là où ça va être dingue, il y a l'essence d'Oden. Et Oden, quand on le voit dans les flashbacks, il voit que sa fille Iori joue du shamisen. Et je pense que ce qu'elle est en train de jouer au shamisen, qui fait pleurer Orochi, et ça on va en reparler plus tard, c'est ce qu'elle avait l'habitude de jouer quand elle était enfant pour faire plaisir à son père. Et donc, l'essence d'Oden qui est à l'intérieur du katana peut représenter le fantôme d'Oden. Et le fantôme d'Oden qui est toujours présent dans le katana, le Enma, se réveille en entendant la musique de sa fille. Et c'est lui qui est en train de prendre l'essence, la vie, une partie de la vie de Zoro pour battre King et pouvoir après peut-être aller voir Iori. Là, le katana a une vie. On l'a vu à un moment quand il s'entraîne justement avec Zoro et à un moment il essaie de le contrôler. Là, il va se passer ça. Zoro va réussir à le contrôler. Et ce qui va être dingue, c'est qu'on peut imaginer que justement pour plus tard, il y ait une relation justement entre la toute partie d'essence d'Oden dans le katana et justement Zoro. Enfin, il y a toute une symbolique là-dedans qui est absolument magnifique. On passe maintenant sur la fin de cette critique-analyse en parlant de Orochi. Orochi que je déteste. Je déteste, mais je le déteste trop. Et le fait de le voir comme ça en train de pleurer face à Komurasaki ne me fait presque ni chaud ni froid. Ça le rend légèrement humain. Ça le rend légèrement... Mais toute la traîtrise, toute la fourberie, toute la détestabilité que Ishiroda a mis en place par rapport à ce personnage, on ne peut l'enlever. Tu vois, contrairement à par exemple Doflamingo, où par rapport à son flashback, on comprend pourquoi il est devenu comme ça, là il y a à peu près la même chose, et qui permet d'avoir une empathie envers Doflamingo. Doflamingo, c'est l'un des méchants que je préfère. Je préfère 1000 fois plus un Doflamingo par rapport à un Arlong, hein, voilà, ou pareil pour un Audi. Je sais que je vais me faire insulter, mais voilà, comme ça au moins ici c'est placé. Ce qui est très important, c'est que même ici, si on nous le rend un poil humain, j'ai pas d'empathie pour Orochi. Par contre, ce qu'on voit, c'est que Orochi, depuis le moment où il a donné l'ordre de tuer Komurasaki et donc de ce fait Iori, il n'y a pas une nuit où il ne rêve pas. Et là, encore une fois, je sais, je suis chiant avec ça, on est encore une fois sur la symbolique du clan des Kuzuki qui vient hanter Orochi. Il y a eu la mère Toki par rapport à ce qu'elle a dit, qui l'a hanté. Il y a les 9 fourreaux qu'il voit tout le temps, qui le hantent les nuits, qui lui font cette peur. Et bien là, ici, c'est la même chose. Et quand il va venir, et là, il est en train d'arriver en disant je pense à toi tout le temps, et elle répond moi aussi, mais c'est pour autre chose. Lui, il pense à elle tout le temps parce qu'il l'aime. Elle pense à lui tout le temps parce que elle le déteste. Ça fait un petit peu comme dans Game of Thrones quand je me rappelle plus comment elle s'appelle la fille, mais elle répète tous les soirs le nom de toutes les personnes qu'elle veut tuer. Donc elle y pense tout le temps. Et bien là, avec elle, Komurasaki, ça doit être la même chose. Elle doit tout le temps se dire Orochi, 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 je vais te tuer, Orochi, je vais te tuer. Et c'est là où ça va être dingue. Alors, est-ce que c'est elle qui va le tuer? Je ne sais pas. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'elle peut lui dire qui elle est réellement, ce qui va foutre un énorme stress au niveau d'Orochi. Il va peut-être péter les plombs en disant « Je vais te tuer parce que tu es la dernière représentante avec ton frère du clan Kuzuki. » Et il y a toujours la personne qui est là pour protéger Iori, c'est tout simplement Denjiro. Denjiro qui est normalement le protecteur d'Orochi, c'est-à-dire que quand Denjiro va arriver, Orochi va dire sûrement à Denjiro « Tue-moi cette descendante de Orochi » et il va peut-être prendre son katana
le poser au sol et prendre justement le katana d'Oden. Et à partir de ce moment-là, Orochi va comprendre la relation qu'il y a entre Denjiro et le clan Kuzuki, et il va se retourner en un coup et il va décapiter la dernière tête de Yamato. Pourquoi? Parce que Yamato... non, pas Yamato, je dis une connerie. De Orochi. Vous voyez, je suis complètement en effervescence. Je vous dis, ce chapitre, il m'a retourné la tête. La tête d'Orochi. Pourquoi? Parce que Orochi, c'est par rapport à la légende, justement, de Orochi contre Susanoo. Et Orochi était le serpent qui avait 8 têtes. Et il y a eu une tête qui a été coupée par Kaido. Et après, il y a 6 autres têtes qui ont été coupées par les fourrures rouges. Parce que les fourrures rouges n'étaient pas 9. Il y en avait 3 qui n'étaient pas là. Et donc, il lui reste encore une tête. Et c'est la tête finale. Et cette tête finale sera tuée par tout simplement Denjiro. Je ne vois pas Iori tuée. Je pense qu'elle est encore. Mais c'est elle qui va justement accomplir qui va ordonner l'exécution d'Orochi. Donc encore une fois, très belle symbolique là-dedans. Enfin franchement, ce chapitre 1032 a été le chapitre de la hype. Vraiment le chapitre de la hype, parce que il nous fait je ne sais pas comment l'expliquer. Mais vous le voyez donc comment je suis, vous voyez comment j'en parle dans mes vidéos. Wano Kuni, c'est un truc de malade. Je relis Wano Kuni, j'ai tout relu, et en vérité en tome ça se passe super bien. J'ai parlé justement quand on était à l'event One Piece, petite parenthèse, avec quelques Nakama. Il y en a un justement, tu te reconnaîtras dans la vidéo. Toi t'avais du mal un petit peu avec ce qui est en train de se passer par rapport au fait que ça soit long, par rapport au fait qu'il y a plein de trucs, on a l'impression qu'Ishiroda il étire, puis des fois il y a un petit peu de rush. Ça c'est sûr que on a cette sensation quand on le lit chapitre par chapitre, parce que c'est une fois qu'on a la hype, on a cette impression de longueur, parce qu'on a cette impression d'attente. Mais quand tu lis tous les tomes à la suite, mais putain, ça va à une vitesse absolument dingue. Bref, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse. N'hésitez pas à venir à la TGS me rendre visite, c'est ce week-end, ainsi qu'à toute l'équipe. Encore une fois, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parler autour de vous, laissez des commentaires. Et nous, on se dit une seule chose, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.